Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, les marchés ont un rendez-vous. Le CPI américain de mars, premier grand chiffre d'inflation publié depuis le début de la guerre en Iran. Et il tombe tout à l'heure en début d'après-midi, heure de Paris. Et il va falloir l'interpréter dans un contexte que personne n'avait anticipé. Il y a 6 semaines, un cessez-le-feu qui vacille sous les bons israéliennes à Beyrouth. Un détroit d'Ormuz toujours paralysé avec 230 navires pétroliers en attente, un Brent à 98 $ en hausse de 35% depuis le 28 février, une Fed sans patron désigné à 35 jours de l'expiration du mandat de Jérôme Powell et une économie américaine qui affichait déjà des signaux de stagflation, un PIB à 0,5%, une inflation à 3% et ce avant même que la guerre ne parle dans les chiffres. Le FMI a dit hier ce que tout le monde pressent. Même dans le meilleur des scénarios, la croissance mondiale sera révisée à la baisse. La question n'est plus si, c'est de combien. Alors ce matin, on fait le tour complet. La Chine, Beyrouth, le shale américain, la macro US, le FMI et la Fed. 6 actus pour comprendre où en est le monde et où il va. C'est un signal que les marchés n'attendaient plus et qui change la lecture macro mondiale. En mars, l'indice des prix à la production chinois a progressé de 0,5% sur un an, première hausse depuis septembre 2022. Fin de la plus longue période de déflation industrielle depuis des décennies. La cause est directe, la fermeture du détroit d'Ormuz a fait bondir le Brent de près de 35% depuis le 28 février à près de 98 $ le baril. Le WTI, lui, affiche 47% de hausse par rapport au niveau d'avant-guerre, à près de 100 $ le baril. Premier importateur mondial de pétrole, la Chine absorbe le choc, mais pas indéfiniment. Les prix de l'essence ont bondi de 11,1% en mars sur un mois, malgré les tentatives de Pékin de plafonner les hausses. L'agence de planification économique a relevé les prix de détail du carburant 2 fois en quelques semaines, de 1160 yuan la tonne en mars, puis de 420 yuan supplémentaires mardi dernier. Le CPI global ressort lui à 1% en mars, en ralentissement par rapport au 1,3% de février, et ce, sous les attentes des économistes. Mais ces mêmes économistes pointent une menace structurelle, une mauvaise inflation par les coûts, où les industriels absorbent en marge ce qu'ils ne peuvent pas répercuter en prix. Morgan Stanley révise la croissance chinoise à 4,7% pour 2026 et à 4,2% si le pétrole dépasse 150 $ au deuxième trimestre. Si on doit faire un peu de prospective, notez que la Chine tient grâce à ses stocks stratégiques et à la diversification de ses approvisionnements. Mais si le Brent franchit durablement les 110 $, scénario central de Morgan Stanley pour le T2, eh bien Pékin devra arbitrer entre soutien monétaire et stabilité des prix, un dilemme symétrique à celui de la Fed. La guerre en Iran ne produit pas qu'une crise régionale, elle exporte une équation impossible aux deux plus grandes banques centrales du monde. Et pour comprendre pourquoi ce choc pétrolier s'installe, il faut revenir à sa source, un cessez-le-feu qui vacille, et ce, depuis 48 heures. Le cessez-le-feu tenait depuis 48 heures. Israël vient de le mettre sous perfusion. Mercredi dernier, les forces de défense israéliennes ont lancé leur plus grande frappe coordonnée depuis le début du conflit le 28 février et des centaines de cibles simultanées ont été ciblées, dont un commandant du Hezbollah. Bilan, 182 morts et 890 blessés selon le ministère libanais de la Santé. Ce matin, ces chiffres ont été révisés à près de 300 morts, et ce majoritairement dans des zones résidentielles de Beyrouth. Plus de 300 morts donc au total au Liban depuis l'entrée en vigueur de la trêve, dont plus de 90 à Beyrouth seul. La confusion diplomatique est totale. Washington et Tel Aviv affirment que le Liban n'était pas inclus dans l'accord. Téhéran, soutenu par le médiateur pakistanais, affirme le contraire. L'Union européenne, elle, parle d'épreuves graves. Paris qualifie les frappes d'intolérables. Londres les juge difficiles, pour l'instant, d'invoquer la légitimité défense. Trump, lui, a demandé à Netanyahou de réduire les frappes. Ce même Netanyahou a répondu qu'elle continuerait partout où nécessaire. Le Hezbollah a riposté hier sur le nord d'Israël. L'escalade est donc enclenchée. Et si l'on doit faire un peu de prospective, eh bien, notez que J.D. Vance arrive à Islamabad samedi prochain, demain, pour négocier avec l'Iran sur 3 dossiers: Hormuz, le nucléaire et le Liban. Sa réponse sur le Liban est révélatrice. C'est aux dirigeants iraniens de décider si la trêve échoue à cause de ce dossier. Autrement dit, Washington transfère la responsabilité à Téhéran tout en laissant
Israël frappé, et tant que Beyrouth brûle, eh bien, l'Iran n'a politiquement aucune marge pour signer. Le cessez-le-feu ne s'effondre pas sur une question technique, il s'effondre sur une question de cohérence. Et le Brent, lui, le sait déjà, 98 dollars hier en hausse de plus de 35% depuis le 28 février. Ce choc pétrolier a donc un bénéficiaire inattendu et il est américain. La fermeture du détroit d'Ormuz a redistribué les cartes de l'énergie mondiale et Washington en tire un avantage stratégique immédiat. Avec 20% du pétrole et du gaz mondiaux habituellement acheminés par le détroit, la fermeture de facto d'Ormuz depuis fin février a créé un vide colossal. Les acheteurs asiatiques et européens, privés du brut du Golfe, se sont retournés vers l'offre disponible. Résultat, les exportations américaines de brut s'apprêtent à battre un record historique. Les 230 navires pétroliers qui attendent de traverser Hormuz représentent des semaines d'approvisionnement gelé et face à cette pénurie, les acheteurs paient la prime nécessaire pour sécuriser du brut texan ou du shell américain livrable sans passer par le Golfe. C'est une ironie géopolitique majeure. La guerre que Trump a engagée contre l'Iran renforce simultanément la position dominante des États-Unis sur le marché pétrolier mondial. L'industrie américaine du shell se retrouve en position de force après des années de pression par les prix bas. Mais la médaille a son revers. Des exportations records signifient moins de brut disponible pour le marché domestique américain, ce qui alimente l'inflation à la pompe déjà intégrée dans un PCE qui résiste à 2,8% sur 12 mois. La guerre fait les affaires des producteurs texans, mais elle complique celle de la Fed. Et justement, les chiffres publiés hier par le département du commerce montrent que la Fed était déjà en difficulté avant même que la guerre ne parle dans les statistiques. Les données publiées hier, jeudi 9 avril 2026, par le département du commerce dressent un portrait préoccupant, et ce avant même que le conflit ne vienne tout bousculer. Premier signal, l'inflation résiste. L'indice PCE, le baromètre privilégié de la Fed, a progressé de 0,4% en février contre 0,3% en janvier. Sur 12 mois, le taux global reste stable à 2,8%, tandis que l'inflation sous-jacente recule très légèrement de 3,1 à 3%, soit toujours quand même 100 points de base au-dessus de la cible des 2% que la Fed poursuit depuis 5 ans. Côté ménage, les dépenses de consommation ont progressé de 0,5% sur le mois, mais les revenus personnels, eux, reculent de 0,1% contre une hausse de 0,3% anticipée. Le FOMC lui-même reconnaît que la désinflation pourrait prendre plus de temps que prévu. Deuxième signal, la croissance décroche. Le PIB du quatrième trimestre 2025 a été révisé à la baisse pour la deuxième fois consécutive, de 1,4% initialement à 0,7%, puis 0,5% en rythme annualisé, contre 4,4% au T3 2025. Un décrochage de 4 points en un trimestre tiré par la révision des investissements privés en stock, notamment dans le commerce de gros. Résultat, la Fed, la Réserve fédérale américaine, se retrouve prise en étau, inflation à 3%, croissance à 0,5%, revenus en contraction et un choc géopolitique encore non mesuré qui s'invite désormais dans l'équation. Aujourd'hui, le CPI de mars sera la première statistique post-guerre et ce sera pour les marchés le vrai thermomètre. Ce tableau américain, le FMI, l'a décliné à l'échelle mondiale et le diagnostic est identique, voire même pire. Kristalina Georgieva a pris la parole hier. Le message est clair et il n'est pas rassurant. En janvier, le Fonds monétaire international tablait sur une croissance, je vous le rappelle, mondiale de 3,3% pour l'exercice 2025. Mieux encore, avant le déclenchement du conflit, ces économistes s'apprêtaient à revoir ce chiffre à la hausse, porté par l'essor de l'IA et l'assouplissement monétaire. Mais ce scénario est désormais caduc. La semaine prochaine, le fonds publiera des prévisions révisées en baisse et dans tous les cas, même notre scénario le plus optimiste prévoit une révision à la baisse, a déclaré la directrice générale. Infrastructures endommagées, chaînes d'approvisionnement perturbées, confiance érodée, les canaux de transmission sont multiples. Sur la politique monétaire, Georgieva envoie un signal aux banques centrales. Pas de précipitation. Malgré la pression inflationniste liée à la flambée des prix de l'énergie, elle plaide pour le statu quo. Mais elle pose une ligne rouge. Si les anticipations d'inflation s'emballent, les banques centrales devront relever leurs taux, et ce, avec le coût que cela implique sur la croissance. Sur le front budgétaire, l'avertissement est tout aussi net. Des plans
de soutien massif financé par le déficit aggraverait l'inflation. Conduire avec un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein, selon ses propres mots. Le FMI fixe le cadre, les marchés attendent le CPI de tout à l'heure, et pendant que le monde attend ce chiffre, la Fed elle-même traverse une crise de gouvernance silencieuse dont personne ne parle encore vraiment. Le mandat de Jérôme Powell expire le 15 mai et le successeur désigné n'a toujours pas de date d'audition. L'audition de confirmation de Kevin Warsh devant la commission bancaire du Sénat, initialement prévue le 16 avril, vient d'être reportée. La raison invoquée est procédurale. Le comité n'a pas encore reçu les documents financiers du candidat. Mais derrière la mécanique sénatoriale, c'est la complexité patrimoniale de Warsh qui pose problème. Mariée à Jane Lauder, héritière Estée Lauder, fortune estimée à près de 2 milliards de dollars selon Forbes, eh bien Warsh avait déjà déclaré plus de 1200 actifs lors de sa première nomination en 2026. Depuis 15 ans ont passé et il a passé à diriger des investissements en capital risque pour le Family Office de Stanley Druckenmiller, notamment dans Palantir, et qui ont considérablement alourdi le dossier. Mais l'obstacle le plus sérieux n'est pas financier, il est politique. Le sénateur républicain Tom Tillis bloque la nomination. Il refuse de voter pour tout candidat à la Fed tant que le ministère de la Justice n'abandonne pas l'enquête pénale visant Powell. Janine Pirro, procureur fédéral du district de Columbia, a confirmé mercredi dernier qu'elle comptait poursuivre l'enquête. L'administration Trump, elle, reste très confiante, mais la voie est étroite. Et si on doit faire un peu de prospective, notez que Powell part le 15 mai, mais si Warsh n'est pas confirmé à temps, la Fed entre en intérim au pire moment possible, avec une inflation à 3% et une croissance à 0,5%, un Brent à 98 dollars et un CPI post-guerre attendu tout à l'heure. Une banque centrale sans tête clairement désignée dans un contexte de stagflation naissante, eh bien c'est exactement le signal que les marchés obligataires redoutent le plus. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 10 avril 2026 et juste après, eh bien, nous retrouverons Antoine Quesada et son Chronocac. À tout de suite sur Téléfinance.